bonjour à toutes et tous et bienvenue. Merci effectivement à l'université de nous avoir permis de se rassembler aujourd'hui pour cette conférence débat qui est la troisième organisée dans le cadre du projet Europeana. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu découvrir le spectacle hier soir qui était au Théâtre National. Et puis nous organisons, dans chaque pays, nous essayons de faire venir un intellectuel ou un politologue ou un philosophe, pas forcément du pays, même si possible pas, pour essayer sur des thématiques qui nous concernent tous de faire un petit point qu'on a appelé hier, aujourd'hui, demain. Donc chaque va présenter son propos, mais voilà, l'idée c'était autour du spectacle et du texte d'Ourodnik de pouvoir creuser un petit peu ces thèmes, notamment sur notre actualité à tous, citoyens d'Europe. Voilà. Merci. Nous allons commencer par un exposé de M. Jacques Oudnik et puis quelques commentaires de la part de M. Robert Adam. Je commence par Jacques Oudnik, qui est mondialement connu en tant que politiste, spécialiste des problèmes de l'Europe centrale et orientale. Et quand je dis mondialement connu, c'est tout à fait correct. Nous sommes au centre de modestie, oui, bien sûr. L'Europe centrale est toujours, et Cluj notamment, est le centre du nombril de la Roumanie. On est très conscient de cela. Donc monsieur Oudnik a étudié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sciences politiques, puis à l'Institut d'études politiques de Paris, puis à l'INALCO. Il a été MA en études soviétiques de l'université Harvard en 1974. Il a fait un doctorat de relations internationales à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a travaillé au Russian Research Center à Harvard, puis il est devenu aussi professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et il a dirigé depuis 1996 le CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de la Fondation nationale de sciences politiques. Il a été également directeur exécutif de la Commission internationale pour les Balkans, de la Carnegie Endowment for International Peace, et aussi professeur invité au Collège d'Europe à Bruges, et l'un des directeurs de la revue transeuropéenne. Conseiller également entre 1990 et 1992 du président tchécoslovaque de l'époque, Václav Havel. Parmi les ouvrages les plus intéressants, on peut mentionner par exemple Le déchirement des nations qu'il a dirigé en 1995 à Paris aux éditions du Seuil. Mais aussi, plus récemment, L'Europe des 25 cartes pour un jeu complexe, co-dirigé avec Christian Lequesne en 2004 à Paris, où les Européens face à l'élargissement, perception, acteurs et enjeux aux presses de Sciences Po en 2004. Et la liste des ouvrages est trop longue, je vais juste mentionner certains de ces ouvrages plus récents. Et les commentaires seront faits par Robert Adam, qui est au ministère des Affaires étrangères en Roumanie, est un spécialiste du populisme, dont on va lancer à Cluj le livre sur le populisme roumain, l'un des rares livres consacrés au populisme roumain, un spécialiste aussi de la francophonie, des relations francophones, de la diplomatie culturelle et entre autres l'un des rares intéressés et spécialistes qui travaillent d'une manière scientifique sur la relation entre la politique et le sport. Et notamment le foot, si je ne me trompe pas. Donc voilà des sujets à la fois théoriques et empiriques qui préoccupent notre conférencier et notre débatteur de ce soir. Et je ne perds plus le temps, je donne la parole à M. Oudnik pour son exposé. Bien, bonjour à tous et à toutes. Grand plaisir d'être parmi vous, d'être dans cette ville transformée. J'étais pas venu depuis 30 ans. J'étais venu en Roumanie, là,
je viens régulièrement, mais ici, c'est méconnaissable. Méconnaissable. À tous ceux qui ont la mémoire courte, on est au 30e anniversaire de la chute de l'Ancien Régime. On peut faire la longue liste de tout ce qui ne va pas, on y viendra certainement, mais pour quelqu'un qui n'a pas été ici pendant 30 ans, voilà, transformation complète. Voilà, on parlait de retour en Europe en 89, oui, c'est un des slogans. Oui. Le retour, il a eu lieu, il a lieu cet après-midi ici aussi. Donc très heureux d'être là. Il y a justement 30 ans, j'avais publié un livre qui s'appelait L'autre Europe, The Other Europe, et j'avais fait un film documentaire de 6 heures pour la télévision anglaise sur l'Europe du centre et de l'Est avant la chute du mur. C'était juste en 88, on ne savait pas que le mur allait tomber, mais on était venu, y compris en Roumanie, tourner à ce moment-là, et mon éditeur français m'a demandé de faire maintenant un livre qui serait 30 ans après, à nouveau avec le thème de l'autre Europe. En quoi l'autre Europe est-elle encore autre? Ou, si on peut le dire autrement, est-elle autrement autre? Voilà. Et donc c'est un petit peu le sujet ce que je souhaitais aborder avec vous, car dans les perceptions occidentales, pas seulement françaises, occidentales, le thème de la différence avec l'Europe du centre et de l'Est est réapparu depuis quelques années, particulièrement depuis la crise migratoire de 2015, mais ça j'y reviendrai dans un moment. Donc, je parle des perceptions, et en partie notre débat pourrait porter justement sur disons, le bien fondé ou pas de ces perceptions. Et puis quand on parle de clivage Est-Ouest, s'agit-il d'une différence passagère ou bien s'agit-il d'une différence plus profonde? Et puis, est-ce que le clivage Est-Ouest, entre guillemets, je le mets maintenant entre guillemets, est-ce qu'il est plus important ou pas que le clivage Nord-Sud, que l'on a vu apparaître dans la crise économique et financière que l'Europe a traversée depuis 2008? Il y a une véritable cassure au sein de la zone euro entre le nord et le sud de l'Europe. Et on n'est pas sorti de cela, ce n'est pas fini. La crise grecque a été colmatée, l'Espagne et le Portugal ont fait une sorte de remontada, comme on dit maintenant en football, spectaculaire, mais l'Italie est maintenant le point d'interrogation et le maillon faible. Et donc le clivage au sein de la zone euro, le clivage nord-sud, n'a pas disparu. Je le mentionne simplement, ce n'est pas le sujet de mon intervention aujourd'hui, c'est simplement pour relativiser quand on parle des clivages est-ouest. Il y en a d'autres en Europe. Et peut-être que pour la viabilité de la zone euro, le clivage nord-sud est plus important que le clivage est-ouest. Une crise dramatique en Italie, ça serait autre chose que la Grèce. Voilà, l'édifice pourrait être mis en péril. Donc je force le trait, peut-être délibérément, mais pour relativiser un petit peu un certain nombre de choses que je vais dire maintenant. Je commencerai par deux citations. Celle d'abord de Viktor Orban, qui, il y a 2 ans de cela, pas tout à fait 2 ans, a dit: en 1989, nous pensions que l'Europe était notre avenir. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que nous sommes l'avenir de l'Europe. Inversion, si vous voulez, dans la démarche. Nous sommes l'avenir et je vais développer ensuite qui sommes le nous et qu'est-ce que nous représentons alors. L'autre citation, elle est de quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui était un ami, et qui était un philosophe polonais qui s'appelle Leszek Kolakowski. Il avait écrit dans les années 70 un essai qui s'appelait « Comment être un conservateur libéral socialiste ». Et bon, c'était une boutade pour dire les étiquettes sont dépassées ou demandent à être redéfinies, mais surtout
l'article commence ainsi. Avancer vers l'arrière. C'est ce que j'ai entendu une fois dans un autobus à Varsovie. Et j'ai pensé que ça ferait un magnifique slogan pour une future internationale qui ne verra jamais le jour. Bon, donc le ton est donné, mais l'idée d'avancer vers l'arrière, ça c'est le thème de l'Europe du centre-est aujourd'hui. L'idée qu'il y a, ou qu'il y aurait, peut-être il faut mettre tout ça au conditionnel devant un public vigilant comme le vôtre, qu'il y aurait une régression par rapport au changement de l'après 89, par rapport à la transformation démocratique des années 90, et cette, voilà, comment l'appeler, régression, ça c'est le terme qu'utilisait Oscar Iassi dans les années 20, à propos de la Hongrie, déjà, c'était la Hongrie de Horthy, et en allemand il appelait ça Rückschlag. Et la régression, vous voyez, c'est un terme employé, emprunté à la psychanalyse, et la régression, voilà, c'est dans les périodes de crise que les choses enfouies remontent à la surface. Les Anglais emploient le mot backlash, comme s'il y a une sorte de retour de manivelle. Bref, quel que soit le terme que vous allez utiliser, il est incontestable que des pays qui étaient considérés comme, entre guillemets, les élèves modèles de la transformation démocratique après 89, et dans la construction de l'état de droit, et dans leur processus d'adhésion à l'Union européenne. Je parle en particulier de la Hongrie et de la Pologne, mais cela peut s'appliquer à d'autres, que les pays donc, qui étaient des élèves modèles sont aujourd'hui dans une réaction contre cela, une remise en cause et de la démocratie libérale et de l'état de droit, remise en cause d'une certaine idée de la solidarité européenne et peut-être aussi remise en cause d'une certaine idée de la société ouverte que l'on croyait construire après 89. Donc, sur le premier point, je crois qu'on peut aller assez vite. L'essentiel de ce qu'on a observé en Pologne et en Hongrie en particulier, et je pourrais poursuivre sur d'autres pays, bien entendu, mais là, c'est le plus explicite. Nous avons une remise en question, simplement, mais gravement, de ce qu'on appelait le constitutionnalisme, c'est-à-dire la Constitution comme cadre contraignant pour tous les acteurs politiques, et l'idée de la séparation des pouvoirs, car la première chose que Viktor Orban, comme Kaczynski, arrivé au pouvoir en 2015, Viktor Orban c'était en 2010, d'ailleurs Kaczynski arrivé au pouvoir en disant « nous allons faire Budapest à Varsovie ». Autrement dit, le modèle de ce qu'ils allaient faire était le modèle hongrois. Et en quoi consistait-il? D'abord, une attaque contre l'indépendance de la Cour constitutionnelle et plus généralement l'indépendance de la justice. Et donc ça, cette question de l'indépendance de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, c'est l'objectif primordial et du nouveau pouvoir d'Orban depuis 2010 et de Kaczynski. Je peux rentrer dans les détails si vous le souhaitez ensuite. Ça commence par la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Ça, si vous voulez avoir une petite idée, c'est pas simplement mon opinion, l'ancien président de la
Cour constitutionnelle, président de la Hongrie et président de la Cour constitutionnelle hongroise, M. Solyom, a écrit en 2011 que la Hongrie avait cessé d'être un État de droit. Donc ce n'est pas l'opinion d'un commissaire européen malveillant, ce n'est pas mon opinion seulement par là. Non, c'est l'ancien président de la Cour constitutionnelle hongroise qui considère que la nouvelle disposition qui consiste à dire qu'un parlement hongrois peut, à une majorité des 2/3, invalider des décisions de la Cour constitutionnelle hongroise antérieure. Hein, ça s'appelle la rétroactivité du droit, et donc ça, c'est, pour les juristes, ça c'est véritablement voilà, une violation d'un principe élémentaire de l'état de droit. J'étais à l'automne dernier en Pologne, où j'ai rencontré l'ancien président de la Cour constitutionnelle hongroise, celui qui était président jusqu'au début 2016, et il a été remplacé par une dame dont le nom m'échappe maintenant, et donc nous parlons de cela, et il me dit, mais ce qu'ils ont fait avec la Cour constitutionnelle, c'est de la soumettre complètement aux ordres du parti au pouvoir, du PiS. J'essaye de dire, oui, mais la personne qui vous a succédé a sans doute le souci de préserver l'essentiel, etc. Il me dit, Madame X, puisque son nom ne me revient plus, n'a aucune qualification. Il s'arrête, il dit, Madame X n'a strictement aucune qualification pour exercer les fonctions qui sont les siennes. Et sa seule raison d'être, c'est d'être l'instrument du parti au pouvoir pour mettre au pas le Conseil constitutionnel. Et donc, vous avez là 2 présidents de Cour constitutionnelle qui ont en gros le même verdict sur l'état de droit 30 ans après 89. Et l'état de droit, c'était le premier objectif, rétablir les droits, rétablir la justice. C'était le premier objectif de 89. Bien sûr, on veut des élections libres, mais on veut un état de droit. C'était le premier objectif de 89. Donc, je pourrais, sur le même thème, faire des développements un ton un peu en dessous pour d'autres pays de la région. Il y avait une crise grave en Slovaquie récemment à propos de l'état de droit et l'impunité. Bon, il y a l'assassinat d'un journaliste et le mouvement anticorruption qui s'est mobilisé, qui a contraint le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre à la démission, bien entendu, faisait partie de ça. Je pourrais parler de la République tchèque que je connais bien. Je me suis focalisé sur les 2 principaux, puisque c'était les 2 plus grandes réussites, et c'est là où la régression est la plus spectaculaire. Donc, contre la séparation des pouvoirs, mise au pas des médias d'audiovisuel public. Donc, pratiquement aujourd'hui en Hongrie, il n'y a plus de médias indépendants. Il en reste quelques-uns sur Internet, mais l'audiovisuel public est tout à fait sous contrôle. Je me souviens quand il y a 1 an, il y a eu la disparition du journal Népszabadság, qui, alors pour des gens de ma génération, le nom Népszabadság, c'était hérité, c'était l'organe du Parti communiste de l'Ancien Régime, le Népszabadság, mais qui était devenu entre-temps, en 30 ans, il a été racheté d'abord, je crois, par les Suédois, puis par des Autrichiens. C'est devenu un journal, disons, de centre-gauche plutôt correctement informé, en tout cas indépendant du pouvoir, et ce journal a été contraint à la disparition pour des raisons financières, puisque le pouvoir s'organise à empêcher ceux qui en auraient l'intention de faire de la publicité dans des organes de presse indépendants. Donc si vous voulez avoir une commande de l'État, si vous voulez avoir accès au marché public, vous ne faites plus de publicité dans des organes qui déplaisent au pouvoir. Et Népszabadság a donc fermé la boutique, et c'est un ami dissident, László Rajk, pour ne pas le nommer, un ancien dissident,
qui m'a annoncé ça, mine consternée. Alors vraiment, je ne pensais pas, moi, voir 30 ans après la chute du communisme, voir un ancien dissident se lamenter sur la disparition de Netzabadjak, bon, ça c'est véritablement quelque chose qui illustre assez bien la situation dans laquelle on se trouve. Les médias polonais, pareil, dans l'audiovisuel public, 240 journalistes ont été virés, et je pourrais continuer comme ça. Vous avez donc fin de la séparation des pouvoirs, mise au pas des médias, politisation de l'administration. Voilà. Vous avez là mainmise, bien sûr, sur certains secteurs clés. Ça, c'est le premier aspect de la régression, disons, voilà. Orbán appelle ça démocratie illibérale. Alors, c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que, alors, qu'est-ce que c'est? C'est une régression, on va vers un régime autoritaire. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Et Orbán dit, mais non, vous dites démocratie, mais vous donnez une définition libérale de la démocratie avec la séparation des pouvoirs, le constitutionnalisme, etc. Mais nous ne sommes pas tenus à cette définition. Et dans un discours de 2014, Orbán, d'ailleurs prononcé en Roumanie. Donc vous êtes bien placé, vous connaissez donc le discours. En tout cas, il a fait sa réunion annuelle du mois de juillet. Et c'est là qu'il a dit, il n'y a pas que la démocratie libérale, il y a la démocratie illibérale, et moi je défends une démocratie libérale. La démocratie, oui, je suis élu, j'ai la majorité, donc je fais ce que je veux. Et libéral, ben ça c'est pour vous. Et il y a, et chez Orbán, et chez Kaczynski, parce que Kaczynski a emboîté le pas, l'idée que le système constitutionnel est une contrainte, une sorte de camisole de force pour la volonté du peuple. Vous avez votre livre sur le populisme, donc vous avez on va parler du populisme tout à l'heure, mais des idées de base, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a la volonté, il y a le peuple qui s'exprime dans les urnes, et il donne la majorité, et celui qui a le pouvoir ne doit pas être contraint par la Constitution, les institutions, l'Union européenne, bref, tous ces carcans qui vous limitent. Kaczynski appelle ça l'impossibilisme légal. Hein? Il faut sortir de l'impossibilisme légal, voilà, parce que c'est la volonté du peuple. Donc vous avez, et donc c'est intéressant parce que c'est un problème interne à la démocratie. Tout ce qui se passe, toute cette régression dont je viens de parler, se fait au nom de la démocratie, pour être plus près de la volonté du peuple, pour exprimer véritablement la volonté du peuple. Vous voyez. Donc c'est ça, c'est la volonté générale selon Rousseau contre la séparation des pouvoirs selon Montesquieu. Hein, vous avez là, en gros, la formulation du problème qui est inhérent à la démocratie depuis toujours. Hein, ce n'est pas un problème neuf. Hein, on peut remonter, je ne sais pas, bon, il ne faut pas que je le fasse parce que si je remonte, le temps ne va pas suffire. Mais en tout cas, bien sûr, vous connaissez le débat qui est au moins 2 siècles sur le libéralisme et la démocratie, et peut-on avoir l'un sans l'autre, et dans quelles conditions, bref. Mais puisque la démocratie se définit par l'expression de la souveraineté du peuple, on ne peut pas évincer cette question du populisme du débat sur la démocratie. C'est un problème inhérent à la démocratie. Dire simplement, comme le font certains, « Ah oui, non, mais ça c'est fini, c'est un régime autoritaire. » Non. La grande difficulté, c'est justement comment définir ces régimes. Comment définir? Parce que c'est des régimes hybrides. Ce n'est pas des dictatures. On n'est pas chez Poutine, on n'est pas chez Erdogan, mais on n'est plus dans la démocratie à l'occidentale, on n'est plus dans la démocratie libérale. Donc on est dans quelque chose, on est dans entre deux. Il y a un terme qui était utilisé parfois qui était démocrature. La démocrature, donc l'idée, vous avez le terme hybride, hein, qui reflète bien cette ambivalence. Et voilà, il y a d'autres qui utilisent des termes comme competitive authoritarianism, une sorte d'autoritarisme concurrentiel. Hein, c'est Levitsky et Weil qui utilisent ça. Bref, il y a toute une littérature. J'allais dire, le populisme est maintenant une industrie académique florissante. Et donc, vous avez tout un débat pour savoir comment définir le sujet. Mais un des problèmes, c'est comment définir ces régimes hybrides.
Et c'est un problème pour l'Union européenne aussi. Parce que du coup, au niveau européen, à partir de quel moment on considère que tel ou tel pays est sorti des clous? À partir de quel moment on considère que on ne joue plus avec les mêmes règles, avec les mêmes principes, avec les mêmes valeurs? Et donc ça, c'est un vrai problème et j'y reviendrai à la fin. Donc ça, c'est un premier thème, la régression de la démocratie, le Rückschlag, pour reprendre Oscar Iassi, et la difficulté à définir ce régime hybride, cette démocrature qui se met en place. Le deuxième thème, c'est celui du retour de la nation et du nationalisme en force dans le discours. Et là, nous avons la crise migratoire. Bien entendu, ça n'a pas commencé avec la crise migratoire, mais la crise migratoire a été le révélateur, le catalyseur de ce moment où s'est exprimé clairement et sans embâge une conception de la nation comme une entité organique, comme une entité homogène qu'il s'agissait de protéger contre une invasion. C'est le terme qu'a utilisé Orban, et donc il faut se protéger en construisant une clôture si nécessaire. Et donc, moi je ne rentre pas là dans le débat sur la crise migratoire, mais ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Le pourquoi qui souvent d'ailleurs n'est pas compris en Occident. C'est très difficile, c'est plus pour vous peut-être ces choses-là vont de soi, mais expliquer en France qu'en Europe du centre et de l'Est, il y a une conception de la nation qui est différente. Les Français ont un modèle qui est un État qui pendant 1000 ans a construit une nation en quelque sorte à son image, en transformant, remodelant la société, les différences régionales, les langues régionales, la diversité de la France. Il y a un livre de Eugene Weber qui s'appelait Peasants into Frenchmen. Et lui, il voyait comment on a fait, comment ce processus de fabrication d'une nation par l'État et ses institutions culmine avec la Révolution française, l'armée, l'école, l'administration, bref, vous avez là, et d'ailleurs Eugene Weber dit, le processus n'est vraiment complètement terminé que dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Bon, donc vous avez le bilan, il force un peu le trait, mais vous avez là quelque chose avec la Révolution française, cette conception citoyenne de la nation qui découle de cela. Voilà, en Europe, et les Français ont beaucoup de mal à comprendre l'Europe du centre-est. Comment se fait-il qu'il ne soit pas français? Comment se fait-il qu'il n'ait pas la même conception de la nation citoyenne, définie par la citoyenneté? Et bien sûr, bon, ça je n'ai pas besoin de l'expliquer longuement ici, ce sont des nations culturelles empruntant au modèle allemand, Kulturnation, qui se définissent par la langue, par une culture, par des références religieuses parfois, dans les Balkans en particulier. Ça c'est clair, c'était lié au système du millet dans les Balkans. Vous n'avez pas de pluralisme politique, mais vous avez un pluralisme religieux, et l'Église du coup devient la seule institution qui incarne la nation ou la culture de la nation, et c'est très important parce que l'Église du coup joue ce rôle de référent même dans les cas où la pratique religieuse est en baisse. On s'étonne, mais alors pourquoi les Serbes sont si attachés, etc., à l'Église orthodoxe? Mais ils sont attachés à l'Église orthodoxe parce que la référence religieuse est une référence identitaire, c'est pas un indice de pratique religieuse. La société serbe pratique très peu, mais est très très attachée au symbole. Les monastères du Kosovo ont une énorme importance. Voilà. Donc cette définition-là de la nation, qui au XIXe siècle donc se développe, on passe de la nation culturelle à la nation politique, où on essaye plutôt de le faire sans y parvenir. Et la période où on essaye de le faire est très courte, après la Première Guerre mondiale. Et donc nous avons
un discours, ça c'est une chose, donc la conception de la nation est différente. Deuxièmement, ces pays sont devenus, alors qu'ils étaient issus d'empires multinationaux, sont devenus des nations homogènes. Hitler a exterminé les Juifs, Staline a favorisé l'expulsion des Allemands, la Pologne, pour la première fois de son histoire, est un État homogène. La République tchèque, pour la première fois de son histoire, est un État homogène, et ainsi de suite. Donc des nations homogènes. Troisièmement, la guerre froide, vous avez le rideau de fer, vous ne pouvez pas sortir, mais vous ne pouvez pas rentrer. Donc, tous les flux migratoires qu'a connus l'Europe occidentale depuis un demi-siècle, en particulier, n'ont pas affecté l'Europe du centre-est. Depuis les années 60, tous les pays occidentaux ont connu des flux migratoires, généralement liés aux anciennes colonies, aux filières postcoloniales, hein, pour la France, bien entendu, mais ça vaut pour la Grande-Bretagne avec les Indiens et les Pakistanais, pour la Hollande avec les Indonésiens, et ainsi de suite. Chaque pays a sa filière, j'allais dire, postcoloniale. Et les Européens, le discours est-européen, c'est oui, vous êtes devenus des sociétés multiculturelles, eux sont restés des nations homogènes, et nous n'avons pas le passé colonial, et donc, puisque nous-mêmes, nous sortons d'un empire colonial, nous nous considérons comme les derniers sortis d'un empire colonial. Donc, non seulement, donc nous n'avons pas la culpabilité postcoloniale des Occidentaux, sous-entendu, ils agissent dans la crise migratoire par culpabilité postcoloniale, alors que nous, qui n'avons colonisé personne et nous sommes les victimes d'un empire colonial, nous n'avons pas donc de responsabilité dans cette affaire. Et donc vous avez là un discours qui est une critique en règle. Le refus de la solidarité européenne dans la crise migratoire découle et est lié à cette conception de la nation, de sa protection. C'est quelque chose qu'il faut protéger. Et on ajoute à ça une dimension européenne. C'est-à-dire ce discours sur il faut protéger la nation culturelle définie ainsi depuis le XIXe siècle, on transpose ce discours à l'échelle européenne. Nous, avec la clôture de Viktor Orban, nous protégeons non seulement la Hongrie, mais nous protégeons l'Europe chrétienne face à l'invasion musulmane qui nous vient d'un autre continent. Et donc, c'est un rôle que historiquement nous avons joué face aux invasions ottomanes, voilà, pour les Hongrois, bataille de Mohacs, voilà, les Français connaissent 1515 Marignan, 1526 la bataille de Mohacs, ça c'est pour les Hongrois, c'est la date qui compte. Pour les Serbes, c'est la bataille du Kosovo, les Roumains ont la leur, les Tchèques, c'est la bataille de la Montagne Blanche. Mais ce qui est intéressant, tous commémorent des défaites toujours. On ne prend jamais autant de ferveur qu'à commémorer ces défaites. Sauf les Roumains, bien sûr. Nous avons déclaré des défaites. Les Roumains n'ont connu que des victoires. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je me suis bien gardé, vous avez vu, dans tout mon propos, de ne pas mentionner trop la Roumanie, et chacun d'entre vous verra ou non s'il y a des correspondances ou pas avec ce que je dis. Mais je parle de trop, alors je passe tout de suite au troisième thème de différenciation, et c'est pas seulement la question de la nation et l'idée de ouverture-fermeture. Donc c'est ça qui est lié dans ce débat. Hein. Dans le débat européen, ce qui est posé derrière ça, c'est quelle conception de la nation, citoyenne ou ethnoculturelle, et ouverture et fermeture. Donc ça, c'est le deuxième thème. Et le troisième, et c'est intéressant parce que c'est apparu là aussi au cours des dernières années, mais avec de plus en plus de force,
l'idée qu'on se démarque de l'Europe occidentale pour des raisons, je dirais, pas culturelles, enfin, qui remettent en cause, qui rejettent ce qui est perçu comme le libéralisme culturel occidental, le libéralisme sociétal. Et ça a toute une... J'ai parlé du multiculturalisme, ça c'est bien sûr le point le plus fort, le plus explicite. Le rejet du multiculturalisme est explicite. À nouveau, je ne citerai personne de ce pays, mais je pourrais vous donner les citations du président tchèque, du premier ministre tchèque, du premier ministre slovaque qui a quitté le pouvoir l'année dernière, M. Fico, qui a dit « Jamais nous n'accepterons un musulman. D'ailleurs, il serait malheureux chez nous parce que nous n'avons pas de mosquée. » Donc ça, c'était... Il serait malheureux ici, ces pauvres Syriens. Nous n'avons pas de mosquée. Sous-entendu pour les mosquées, vous continuez, vous allez en Allemagne, en France, etc., grands pays musulmans d'Europe occidentale dont on cherche à se démarquer. Donc il y a la critique du multiculturalisme, et il y a derrière ça le libéralisme sociétal plus généralement. Voilà. Donc vous avez sur la question, ça va de la théorie du genre, LGBT, mariage gay, enfin bref, il y a toute une panoplie. Et l'Europe est présentée, alors dans le discours, vous avez plusieurs livres, parfois écrits par des députés européens, comme M. Richard Legutko. Le livre s'appelle The Totalitarian Temptation, la tentation totalitaire. Et vous savez, c'était un livre dans les années 80 de Jean-François Revel, qui était un journaliste et essayiste très brillant en France. Et pour lui, la tentation totalitaire, Revel, c'était l'étatisme socialiste. C'était ça pour lui la tentation totalitaire. Ils reprennent le titre, et la tentation totalitaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est le libéralisme. Car le libéralisme a le même objectif que le communisme, c'est-à-dire dissoudre l'essentiel, les valeurs essentielles de notre société. La famille, la nation, l'Église. Avec ce modèle d'une société permissive, laxiste, décadente. Voilà. C'est le thème de la décadence, et alors tout s'embraye le pas là-dessus. Certains, comme Kaczynski-Orban, rajoutent la dimension chrétienne, et nous faisons ça parce que nous défendons les valeurs chrétiennes. Le ministre des Affaires étrangères polonais, Wachikowski, avait dit « Il nous propose une Europe de cyclistes et de végétariens, etc., qui détestent la nation, qui détestent l'Église, etc. Et nous, au contraire, nous voulons... Voilà, nous considérons qu'un mariage, c'est un mariage entre un homme et une femme, et les valeurs de la famille et de la nation sont pour nous absolument sacrées. Voilà. Donc vous avez là le clivage qui est fait dans le discours des idéologues, mais aussi, c'est repris dans le discours des dirigeants politiques. Hein. Et à nouveau, je vous laisse voir les variantes roumaines possibles sur ce thème, mais en tout cas, je peux vous dire, en Europe centrale, cela est là. J'ai trop parlé des symptômes, pas assez des causes. Je ne fais que les énumérer pour laisser du temps à la discussion. Dans la littérature sur le sujet, vous avez plusieurs... Il y a l'hypothèse qui est souvent invoquée d'ordre socio-économique. C'est-à-dire, il y a des sociétés où il y a les perdants, il y a les gagnants et les perdants de la transition post-89, comme il y a des gagnants et des perdants de la mondialisation. Cela divise les sociétés, cela crée des fractures dans les sociétés, et donc vous avez, comme on l'a vu en Amérique avec l'élection de Trump, comme on l'a vu dans le vote Brexit, c'était tout à fait clair, vous avez un peu, l'idée c'est nous retrouvons le même clivage, le même problème à l'est de l'Europe. J'allais dire, il y a toujours une partie de vérité dans ce genre d'argument, et on peut trouver de grandes disparités dans la distribution des revenus, dans des disparités régionales considérables entre la prospérité des villes, des grandes villes, et au contraire
le monde des petites villes et de la campagne. Donc vous avez ça dans tous les pays de la région, y compris en Roumanie. Vous avez, voilà, vous regardez les indices des revenus, d'éducation, etc. Et vous avez un clivage qui apparaît. En Pologne, ils appellent ça Pologne A, Pologne B, parce que ce qui est intéressant dans le cas polonais, c'est que le vote pour la plateforme civique et le vote pour le PiS, ça correspond à la carte du partage de la Pologne de la fin du XVIIIe siècle. Donc pas seulement le facteur socio-économique. Des collègues économistes polonais m'ont dit que justement ils ont fait des études comparant l'écart de revenus des deux côtés de cette frontière historique qui est devenue, ou qui reste une frontière politique à certains égards. Ils disent qu'il n'y a pas véritablement de grande différence. Ce n'est pas ça qui explique. Par contre, l'explication culturelle est plus importante. C'est-à-dire que du côté, dans la partie de la Pologne qui faisait partie de la Russie, l'Église et la religion jouent un rôle plus important. L'identification là, dans cette partie, entre être polonais et être catholique était beaucoup plus forte que dans le reste de la Pologne. Et donc, le vote PiS ne serait pas donc surdéterminé par des facteurs socio-économiques, mais plutôt par des facteurs historico-culturels, religieux, comme vous voudrez. Donc ça, c'est l'hypothèse. L'hypothèse, d'ailleurs, n'est pas terriblement convaincante quand on voit la performance économique de toute cette région. Regardez la Slovaquie, en plein boom, la Pologne, seul pays d'Europe à ne pas avoir connu la récession après 89. Seul pays d'Europe. Continue la croissance. En ce moment, ils ont des croissances 3-4%. Donc, la République tchèque, ils sont en plein boom, 3,5% de croissance. Le chômage le plus bas d'Europe, 2,5%. Ils cherchent la main-d'œuvre. Mais ils ne veulent pas des migrants du Sud, ils veulent des migrants ukrainiens. Il y a 200 000 Ukrainiens qui travaillent. L'industrie du bâtiment tchèque ne pourrait pas fonctionner sans les migrants ukrainiens. Il y a 1 million de Polonais en Grande-Bretagne, mais il y a 1 million d'Ukrainiens en Pologne. Donc voilà. Donc, et d'ailleurs, quand on leur dit, mais alors pourquoi vous vous fermez aux migrants? Ils disent, non, on ne se ferme pas aux migrants, on a pris 1 million d'Ukrainiens. Vous voyez, donc mais nous voulons être libres de choisir qui entre sur notre territoire. C'est la question de la souveraineté, et ça, c'est un des thèmes majeurs. Voilà. Souveraineté et identité se rejoignent. Dans le discours des nationaux populistes d'Europe du centre-est, souveraineté et identité se rejoignent. L'ancien président tchèque, M. Václav Klaus, avait une formule, il disait « Allons nous laisser dissoudre dans l'Europe notre identité et notre souveraineté comme un morceau de sucre dans une tasse de café ». Voilà, c'était ça sa métaphore. Et mais, le débat sur la souveraineté est un débat parfaitement légitime, c'est le débat le plus ancien dans tout ce qui concerne la démocratie, bien entendu. Mais quand vous mettez dans la même phrase souveraineté et identité, vous voyez que le glissement sémantique, là, voilà, donc vous vous érigez en défenseur de la souveraineté et de l'identité contre les intrusions extérieures, et en particulier de l'Union européenne. Donc ça, c'est la première hypothèse que je trouve que très partiellement satisfaisante. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ces différences régionales, urbain, rural, mais ce n'est pas le facteur. Le deuxième élément est plus important, la question nationale. J'ai évoqué la conception de la nation qui est différente en Europe centrale, et István Bibó, qui est un auteur hongrois que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La misère des petits États d'Europe de l'Est. C'est un grand classique pour tous ceux qui réfléchissent à la question nationale en Europe de l'Est, dans son livre, à cette formulation qui me paraît pertinente pour aujourd'hui. Il dit la démocratie, la liberté sont menacées lorsque la cause
de la démocratie, la cause de la liberté, je crois qu'il dit, lorsque la cause de la liberté entre en conflit avec la cause de la nation. Et donc, d'où l'importance, n'est-ce pas, faire toujours en sorte que la question de la liberté individuelle et de la liberté collective au sens de la nation aillent de pair. Si vous forcez les Européens de l'Est, c'est ça l'argument de Bibot, à choisir entre l'un et l'autre, on sait ce qu'ils vont choisir. Et donc, ce qui s'est passé en particulier dans la crise migratoire, mais pas seulement, c'est la capacité des élites politiques en Europe du centre et de l'Est à formuler le problème en ces termes-là. La nation est menacée par la cause de la liberté de mouvement, par l'Europe, par tout ce qui est associé à ce libéralisme culturel dont j'évoquais. Donc, ils ont réussi à établir cette formulation du problème, à l'imposer en quelque sorte politiquement, et ça a été très rentable politiquement. Ça, c'est tout à fait clair. Et bon, c'est un gros sujet que je n'ai pas le temps de développer, mais il est clair que si le populisme a souvent été défini comme une idéologie, disons, superficielle, qui peut être passe-partout, thin ideology, dit Kasmude, qui est un des spécialistes du populisme, thin ideology. Le nationalisme lui donne plus de profondeur, thickening, on dirait en anglais, ça devient plus épais, une épaisseur. Donc c'est pas seulement une déclaration le peuple contre les élites. Peuple contre les élites, ça c'est la proposition de base des populistes. Mais avec la nation, la confusion peuple et nation, là vous avez acquis la profondeur culturelle, historique et dans le discours qui est évidemment très très importante. Donc souveraineté populaire, c'est le volet illibéral, démocratie illibérale, souveraineté nationale, on se protège contre les migrants, contre les intrusions de l'Europe, etc., etc. C'est les deux volets, c'est les deux faces de la même pièce.